Ce soir-là, à l'invitation de Poirot, je me rendis chez lui après dîner. Il demanda poliment des nouvelles de ma sœur, qu'il déclara être une femme très intéressante. Nous avons eu une conversation très instructive hier. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de la rencontre qu'elle a surprise entre Ralph Patten et cette mystérieuse jeune femme? Dans un endroit comme celui-ci, tous les faits et gestes de Ralph Patten sont voués à être connus de toute façon. Je suppose que oui, murmurai-je. Elle m'a dit que vous vous étiez intéressé à mes patients. Oh, seulement à l'un d'entre eux, docteur. L'un d'entre eux. Le dernier, hasardai-je, Miss Russell? Oh, j'aimerais tant que vous me disiez ce que vous pensez réellement de tout ça. Il reposa sa tasse de chocolat chaud. Vraiment? Alors je vais vous donner une petite leçon. La première chose qu'il faut avoir, c'est une vision claire de ce qui s'est passé ce soir-là, et toujours garder à l'esprit que la personne qui parle ment peut-être. Pour commencer, Dr. Shepherd, vous avez quitté la maison à 20h50. Parker l'a confirmé. À 21h, vous êtes tombé nez à nez avec un homme juste devant la grille de Fernley. Ce mystérieux inconnu n'était pas une hallucination de votre part, car la femme de chambre d'une certaine Miss Gannett l'a rencontré quelques minutes avant vous, et à elle aussi, il a demandé le chemin de Fernley Park. J'ai alors décidé de chercher à en savoir plus sur cet homme. J'ai appris qu'il avait pris un verre à l'auberge des Three Boars, et la serveuse là-bas m'a dit qu'il parlait avec un accent américain et qu'il venait de rentrer des États-Unis. L'homme que vous avez croisé avait-il un accent américain? Il me semble que oui, répondis-je, mais très léger. Précisément. Il y a aussi ceci que, vous vous rappelez, j'ai trouvé dans le pavillon. Il me tendit une petite plume. Je la regardai et le souvenir de quelque chose que j'avais lu me revint. Poirot, qui m'observait, hocha la tête. Oui, l'héroïne, la neige. Les drogués la transportent et la reniflent dans un petit tuyau de plumes. Cette façon de faire est très répandue au Canada et aux États-Unis. Et pour le morceau de Baptiste amidonné que vous avez trouvé, demandai-je. Poirot haussa les sourcils. Vous n'utilisez pas vos petites cellules grises, ça devrait pourtant sembler évident. Eh bien, non. Peu importe, cet homme est allé dans le pavillon pour rencontrer quelqu'un, mais qui? Bonne question, s'exclama Poirot. Maintenant, un autre détail. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de la démission de la femme de chambre? Faut-il une demi-heure pour renvoyer une domestique? L'histoire de ces papiers dérangés est-elle vraisemblable? Et rappelez-vous, bien qu'elle ait dit qu'elle était dans sa chambre de 21h30 jusqu'à 21h55, personne ne peut le confirmer. C'est très confus, dis-je. Oh, pour moi, c'est de plus en plus clair. Mais maintenant, faites-moi part de vos idées. Je sortis une feuille de ma poche. J'ai seulement noté quelques suggestions, commençai-je. Premièrement, M. Ackroyd a été entendu en train de parler à quelqu'un à 21h30. Deuxièmement, pendant la soirée, Ralph Patten a dû entrer par la fenêtre, comme cela est démontré par les empreintes de ses chaussures. Troisièmement, M. Ackroyd était nerveux ce soir-là et n'aurait laissé entrer qu'une personne qu'il connaissait. Quatrièmement, la personne qui se trouvait avec Mr. Ackroyd à 21h30 lui demandait de l'argent. Nous savons que Ralph Patten était dans une mauvaise passe. Ces 4 points démontrent donc que la personne qui était avec Mr. Ackroyd à 21h30 était Ralph Patten. Mais Flora a parlé à M. Ackroyd à 21h45, donc ce n'est pas Ralph qui l'a tué. Ralph a laissé la fenêtre ouverte. Ensuite, le meurtrier est entré de cette façon. « Et qui est le meurtrier ?» demanda Poirot. « Le mystérieux Américain. Supposons qu'il était de mèche avec Parker, qui faisait chanter Mrs. Ferris. Il se peut que Parker en ait entendu suffisamment pour se rendre compte que la partie était terminée et qu'il l'ait dit à son complice. Celui-ci a alors commis le crime avec le couteau que Parker lui a donné. » « C'est une théorie, admit Poirot. Décidément, vous avez de bonnes cellules grises. Mais cela laisse de côté un grand nombre de faits.
tels que l'appel téléphonique, le fauteuil tiré en avant. Vous pensez vraiment que c'est important, l'interrompis-je? Peut-être pas, mais il y a aussi les 40 livres manquantes. Et pourquoi Blunt était-il si certain que c'était Raymond qui se trouvait avec Mr. Crowe à 21h30? Et quelle raison Ralph Patten avait-il de disparaître? Vous rendez-vous compte, mon ami, que nous nous retrouvons face à 3 mobiles différents. Quelqu'un a assurément volé l'enveloppe bleue et son contenu. Ça fait un mobile, le chantage. Il se peut que Ralph Patten ait été l'homme qui faisait chanter Mrs. Ferrars. Et puis, il y a le fait qu'il était, comment dites-vous, dans une mauvaise passe, et qu'il craignait que cela n'arrive aux oreilles de son beau-père. Et pour finir, il y a le fait qu'il hérite d'une grande fortune à la mort de celui-ci. « Mon Dieu !» m'exclamai-je assez stupéfait. « Tout dans cette affaire semble l'accabler. » « Vraiment, dit Poirot. Voilà où nous ne sommes pas d'accord. 3 mobiles, c'est presque trop. J'ai tendance à croire que finalement Ralph Patten pourrait être innocent. » Il me semblait à présent que l'affaire entrait dans une phase différente. Commençons par l'appel de Mrs. Ackroyd. Elle me fit venir très tôt un mardi matin. Elle était alitée et se plaignait de ses nerfs. Cet horrible petit Français, ou Belge, ou peu importe, nous traiter comme il l'a fait, ça m'a beaucoup contrarié, même encore plus que la mort de Roger. Que croit-il? S'imagine-t-il vraiment que je cache quelque chose? Il m'a vraiment accusé hier. Je lui suggérai de prendre un fortifiant. Mrs. Ackroyd accepta. J'avais réussi à marquer un point. Puis après les sujets de conversation habituels, ses propos dévièrent sur autre chose. Les domestiques sont si fatigants, ils font circuler des rumeurs et ensuite elles font le tour de la maison et il n'y a probablement rien de vrai dans tout ça, la plupart du temps. « Est-ce que les domestiques ont parlé ?» demandai-je. « Qu'ont-ils dit ?» Mrs. Ackroyd me regarda fixement. « Vous étiez avec M. Poirot tout le temps, n'est-ce pas? Alors bien sûr, vous savez. C'est cette fille, Ursula Bourne. Elle part. Alors... elle a voulu créer autant de problèmes que possible. C'est de la méchanceté, voilà tout. Mais, docteur, vous savez certainement ce qu'elle a dit. Je tiens à ce qu'aucun commérage ne puisse être colporté. Il se peut que la jeune fille ait raconté toutes sortes de choses. Poirot avait vu juste. Des 6 personnes assises autour de la table, au moins une, Mrs. Ackroyd, avait quelque chose à cacher. « Si j'étais vous, Mrs. Ackroyd, commençai-je, je dirais tout ce que j'ai sur la conscience. » Elle poussa un petit cri. « Oh! Docteur, comment pouvez-vous être si abrupte? Je peux tout expliquer si facilement. » Elle sortit un petit mouchoir à volant et les larmes lui montèrent aux yeux. « Personne ne peut savoir ce que j'ai dû endurer. Je n'aime pas dire du mal des morts, mais... même la plus petite des factures devait être passée au crible alors que Roger, comme me l'a appris Mr. Hammond hier, était l'un des hommes les plus riches par ici. » Mrs. Ackroyd fit une pause pour se tamponner ses yeux. « Ces horribles factures! Et il y en avait que je ne voulais pas montrer à Roger du tout. Un homme ne comprendrait pas. Il aurait dit que ces choses n'étaient pas nécessaires. Et bien sûr, elles s'amoncelaient et elles ne cessaient d'arriver. Je devenais une épave. Et puis, j'ai reçu une lettre. Il suffisait de signer en bas de la feuille pour avoir un prêt, compris entre 10 et 20 000 livres. Je leur ai répondu, mais apparemment, il y a eu des difficultés. Elle se tut. Je compris que nous arrivions sur un terrain glissant. « Tout est une question d'attente, n'est-ce pas ?» murmura Mrs. Ackroyd. « L'attente d'un héritage. Et bien que, évidemment, j'espérais que Roger me lègue quelque chose, je n'en étais pas certaine. Alors je me suis dit que si je pouvais jeter un coup d'œil à son testament, juste pour savoir quoi faire. » Elle me regarda du coin de l'œil. La position était maintenant très délicate, effectivement. « Il n'y a qu'à vous que je pouvais en parler, cher Dr. Shepherd. Je peux vous faire confiance pour que vous présentiez le problème de manière claire à M. Poirot. Voilà,
Ça s'est passé vendredi après-midi. Tout le monde était sorti, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis allé dans le bureau de Roger. J'avais de vraies raisons de m'y rendre. Et ça m'est venu comme ça. J'ai pensé... Je me demande si Roger garde son testament dans l'un de ses tiroirs. Je suis si impulsive, je l'ai toujours été depuis ma plus tendre enfance. Alors que j'atteignais le tiroir du haut, Boone est entré. Ce fut très embarrassant. Bien sûr, j'ai immédiatement refermé le tiroir et attiré son attention sur de petites traces de poussière sur le bureau. Mais je n'ai pas aimé la façon dont elle m'a regardé. Il y avait de la méchanceté dans ses yeux. Je n'ai jamais vraiment aimé cette fille. Elle est bizarre. Il y a quelque chose de différent chez elle. Elle est trop bien éduquée. Voilà mon opinion. Et que s'est-il passé ensuite ? Demandai-je. Rien. Du moins, Roger est entré. Je croyais qu'il était sorti faire une promenade. Il a dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et j'ai répondu « Rien, j'étais juste venu chercher un magazine. » J'ai donc pris le punch et j'ai quitté la pièce. Boone est restée dans le bureau. Je l'ai entendu demander à Roger si elle pouvait lui parler une minute. Je suis monté directement dans ma chambre pour m'allonger. J'étais très contrarié. Elle fit une pause. « Vous expliquerez tout à M. Poirot, n'est-ce pas? Il se peut que Boone en ait fait toute une histoire, mais vous pourrez lui expliquer, d'accord? »« Vous m'avez tout dit ?» demandai-je. « Oui, » répondit Mrs. Ackroyd. Cependant, je remarquai une légère hésitation. Ce ne fut rien de moins qu'un éclair de génie qui me poussa à lui poser une autre question. « Mrs. Ackroyd, est-ce vous qui avez laissé le présentoir ouvert ?» J'eus ma réponse dans un rougissement de culpabilité que même le fard et la poudre n'auraient pu dissimuler. « Vous voyez, dit-elle, il y avait là 1 ou 2 objets en vieil argent très intéressants. J'avais lu quelque chose sur le sujet et il y avait une illustration d'un très petit spécimen qui avait rapporté une somme immense chez Christie's. Il ressemblait en tout point à l'un des objets du présentoir. Je me suis dit que j'allais l'emmener jusqu'à Londres et le faire estimer. Ensuite, s'il avait eu une grande valeur, imaginez l'agréable surprise que cela aurait été pour Roger. Je m'abstins de tout commentaire. Mais pourquoi avez-vous laissé le couvercle ouvert ? J'ai entendu des pas sur la terrasse à l'extérieur. Je me suis dépêché de sortir de la pièce et j'arrivais à l'étage lorsque Parker est venu vous ouvrir. « Il devait s'agir de Miss Russell, dis-je. Mrs. Ackroyd m'avait révélé que Miss Russell avait dû entrer dans le salon par la fenêtre. Et je ne m'étais donc pas trompé lorsque j'avais eu l'impression qu'elle était essoufflée comme si elle avait couru. Où était-elle allée ? Je pensais au pavillon et aux morceaux de batiste. Je finis par quitter Mrs. Ackroyd. Ursula Bourne, la femme de chambre, se trouvait dans le hall et m'aida à enfiler mon manteau. Il était évident qu'elle avait pleuré. « Excusez-moi, monsieur, avez-vous des nouvelles du capitaine Patten ?» me demanda-t-elle soudain au moment où je m'apprêtais à sortir. Je fis non de la tête. « Il devrait revenir, » poursuivit-elle. « Vraiment, il devrait. Personne ne sait où il est. »« Et vous le savez-vous » demandai-je. Elle secoua la tête. Mais quiconque qui serait un ami ferait bien de lui dire de revenir. Je traînais, pensant que peut-être la jeune fille en dirait plus. Sa question suivante me surprit. « À quelle heure la police pense-t-elle que le meurtre a été commis ?»« Entre 21h45 et 22h, répondis-je. »« Pas plus tôt ? Pas avant 21h45 ? » « C'est impossible, m'exclamai-je. Miss Ackroyd a vu son oncle vivant à 21h45. Elle fit demi-tour et toute sa silhouette sembla s'affaisser. Joli, pensai-je en m'éloignant en voiture. Très joli.